Chapitre 3. Entre Eros et Thanatos, corps immobile et pensée fluide, les mots me viennent. Les mots me viennent, union de l'eau et du feu. Les mots me viennent, union de l'air et de la terre. Les mots me viennent et se dessinent sur mes pages les signes d'une écriture ivre d'images. Retrouver les sources vives du langage et contempler des terres inexplorées, respirer des parfums d'absolu. Ongles acérés, pétrir la chair exquise d'une lumière de vérité. Dans ma mémoire dorment toutes sortes d'états d'être. Être mobile et vivant, être immobile et non vivant, être vivant mais immobile. Plonger au fond de ma mémoire pour retrouver ce que je suis. Plonger au fond de ma mémoire pour regarder ma vie en face. Ma vie est un temple qui comporte 9 degrés. Tous les 7 ans, je change d'espace. Tous les 7 ans, une marche franchie. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai le droit, enfin, d'entrer dans le cercle sacré des mots, de plonger mon regard à l'endroit même de la division du corps et de l'esprit. Pourquoi ma parole enlevée? Pourquoi ma parole effacée? Pourquoi ce long voyage hors des mots dans des histoires indicibles? Fil de trame, fil de chaîne, 1001 interrogations me viennent. Bonjour, petite madame. Comment vas-tu aujourd'hui? L'arrivée tonitruante de Martine vient me sortir de ma méditation. Martine est revenue. Martine est de retour. Martine, c'est un tout petit bout de femme qui avance à petits pas sans faire beaucoup de bruit. Ses yeux se plissent quand elle sourit. Ses lèvres se pincent quand elle parle. C'est sa manière à elle de contempler le monde sans rien livrer d'elle-même, ni se laisser éblouir par lui. Pour ceux qui ne la côtoient pas de près, Martine se fait discrète. Martine se fait secrète. Pourtant, elle est en relation étroite avec le monde. En vérité, Martine aime profondément la terre qu'elle habite. Elle s'habille de toutes les cultures du monde, Amérique, Asie, Afrique, Europe. Tout y passe. Martine est à la croisée de toutes les mélodies du monde. Elle respire tous ses souffles. Mais plus encore, Martine est un regard qui se pose et observe le monde pour y voir plus clair, les chemins sans lune et les songes remplis de jolies poésies. C'est que l'infirmière aime à filmer tout ce qu'elle voit. Les courts-métrages qu'elle réalise montrent les hommes tels qu'ils sont. Néanmoins, gros plans, plongée et contre-plongée sont toujours très délicats. Ils dévoilent sans mettre à nu. Ils découvrent sans exhiber. Martine a à peine terminé le portrait de la femme indigo, la femme qui tisse un à un les fils d'une toile aux ocres mêlés de bleu, qu'elle se lance dans une autre aventure. Martine me parle avec enthousiasme de sa passion, les voyages, les repérages, les tournages, les mixages, les montages, et au final, la magie des ombres colorées qui défilent sur les écrans. À sa manière, Martine est une artiste qui tisse la toile de la vie. La femme indigo est venue à moi et elle me souffle le plus grand des secrets. Comment faire naître les histoires en tissant un à un les fils ténus de ma mémoire. Fil de trame et fil de chaîne en parfait équilibre avec l'ensemble de l'œuvre. Ma mémoire est un temple dont les degrés se mêlent et s'entremêlent. Un carrousel de femmes tourne autour de moi et envahit ma demi-conscience. Où que mes pensées aillent, leur ronde joyeuse les suit et leur rassurante présence accompagne mes mots. Martine virevolte autour de mon lit comme une abeille et je sens sur ma peau tous ces déplacements d'air. Petite madame, me dit-elle, le peuple gronde. Quelque chose de grave se prépare. Hier soir, au journal télévisé, on a annoncé une grève générale. La Martinique est aux abois. On se prépare. C'est la chienlit. Il faut voir les files de voitures aux abords des stations-service et les rayons vides des supermarchés. On chaoite tout ce qu'on peut
avant que la vie ne s'arrête. On craint que ce ne soit comme février 2009, quand les prix avaient furieusement augmenté et que les marchés parallèles avaient fleuri partout dans l'île. En temps de crise, il y en a toujours qui s'en mettent plein les poches. Beaucoup profitent, même des combats contre la profitation. Des patates, des tomates ou des ananas plantés sans permission, à la va comme tu pousses, en contrebas des champs de chlordéconés, une fortune. Selon le syndicaliste que l'on a interviewé au journal télévisé, Mrs. Martin, les grévistes veulent obtenir non seulement la suppression de l'obligation vaccinale, mais aussi la fin du pass sanitaire, la hausse des salaires et même une réforme des retraites. Il y a également des jeunes qui veulent moins de chômage et plus de perspectives d'avenir. Des jeunes qui exigent que l'histoire coloniale soit dite par les colonisés eux-mêmes. C'est le feu d'artifice des revendications. Pas moins de 13 points sur la plateforme des revendications. Martine sourit. Assurément, des points ont été oubliés. Respect et juste mesure, par exemple. Pourquoi faire sa place au soleil en piétinant les autres? Martine est une idéaliste. Elle croit fermement dans les vertus de la République. Liberté, égalité, fraternité. Martine parle. Elle parle et le temps file. Déjà, les soins qu'elle me prodigue sont finis. Elle me dira demain la tournure qu'auront pris les événements. Jamais Martine ne me bouscule, ni par ses mots, ni par ses gestes. Si elle décrit une Martinique en crise, ce n'est jamais dans la colère et avec brutalité. Cet échange avec l'infirmière m'a ravi. Son récit épique a été pour moi une invitation à continuer à sonder au-dedans et au-dehors les contours de moi-même. Martine partie, mes pensées filent et vont rejoindre les ombres du passé. Toutes celles qui défilent dans ma mémoire. Ma mémoire est une belle au bois dormant qu'aucun prince charmant ne vient réveiller. Elle habite une forêt dense, un foisonnement d'arbres et de ronces, de feuilles mortes et d'herbes couteaux. Ma mémoire est une belle capricieuse et les souvenirs s'enfuient lorsque j'approche. Couper, arracher les hautes herbes de la forêt dense. Celle qui m'égratigne et me blesse. Sous un manteau de lianes et de feuilles, une maison apparaît. C'est une vieille bicoque aux peintures défraîchies que son étage et sa véranda ne parviennent pas à égayer. Lorsqu'on pousse la porte de la maison, c'est d'abord une salle à manger, lugubre, avec au beau milieu une table rectangulaire en bois massif. Elle est recouverte d'une épaisse couche de poussière. Dessiner un sillon du bout de l'index. Laisser sa trace dans la poussière de la table. Des lianes immiscent leurs longs tentacules dans les fentes des persiennes et contemplent l'intérieur de la maison. Une colonie de crapauds jaunes, dérangée par le bruit de mes pas, fuit en sautillant vers la forêt dense. Et puis, c'est une autre pièce. Une chambre avec un lit grandiose, un lit dont les panneaux sont ouvragés. Sur la tête de lit, des grappes de raisin, des cornes d'abondance et des chérubins aux ailes déployées. Un lit grandiose en vérité qui donne de purs sommeils d'aristocrate. Ma mémoire est une belle au bois dormant qui me raconte des histoires que lui souffle mon impatience. Petit à petit, la maison prend vie. La maison aux planches mal agencées qui laissent passer de longs rubans de lumière. Ni nuit noire, ni clair matin, les êtres et les choses y prennent les contours, la consistance et les échos d'un univers fantomatique. Rappeler du fond des âges les images de mon enfance. Mon enfance traversée par des moments aux teintes multiples, des moments sombres et graves, des moments lumineux aussi, des moments illuminés par des rayons de soleil, des moments où les années tendres donnent à la vie une naïve transparence. Et puis, des moments dans l'entre-deux, mi-gravité, mi-légèreté. C'est à ces moments précis que la béatitude de l'enfance vous laisse et vous délaisse. En vérité, je ne sais pas grand-chose de ma petite enfance. Et les quelques bribes que je retrouve flirtent avec le mystère. Il ne m'est pas resté beaucoup de souvenirs des années que j'ai passées au Carbet avec ma famille biologique. Biologique,
quel mot affreux! Si Bios, c'est la vie, c'est une vie chimérique qu'il s'agit. De maman Marie-Rose, je ne garde seulement que le son de la voix. Un bruit sourd qui résonne lorsque je dors, la tête appuyée contre sa poitrine. Il y a aussi un biberon vert avec des graduations orange que je mordis comme un vieux chewing-gum. Maman et moi, deux cœurs qui battent à l'unisson. Nostalgie d'une fusion parfaite. Je suis la fille de Marie-Rose comme dans un rêve. Je suis arrivée dans le monde en 1963, l'année du cyclone Edith. Septembre 1963, le cyclone Edith. Le matin, lorsqu'ils se sont réveillés, mes parents ont flairé le malheur qui se préparait. Mon père, attentif à la mer, observe. Calme plat, rien ne bouge, pas même une feuille. Un cyclone s'est formé sur l'océan Atlantique. Tout l'air est aspiré par le monstre malfaisant. Autour de son œil grand ouvert, les nuages s'enroulent dans un sens contraire aux aiguilles d'une montre. Une masse de nuages tournoyants avance. L'air est lourd, on suffoque. Dans le ciel qui était clair, un voile de cirrus couvre l'horizon. La mer s'agite, les vagues gonflent, le ciel est de plus en plus bas. Il semble vouloir s'affaisser sur les têtes. La peur s'empare de ceux qui guettent. Maman a peur, mes sœurs et mes frères ont peur. Moi, je suis dans le ventre de maman. Je ressens chacun de ses doutes, chacun de ses affolements. Je suis à l'unisson de toute ma famille. Le vent devient de plus en plus fort, les arbres ploient. Leurs branches se cassent. Les gros arbres, les arbres les plus imposants, semblent des fétus de paille. On ne prend plus aucune pause, on ne fait plus aucune gamme. Qui pourrait tenir debout dans la tempête? On s'inquiète. On rentre les animaux. On a fermé les portes et les fenêtres. Tous aux abris. Le cyclone Edith est là. Il tournoie. La pluie redouble d'intensité. La mer se fâche. Elle écume. Les vagues se fracassent à grand bruit sur les plages. Les vagues envahissent les côtes. Déluge torrentiel. Des trombes d'eau. Les vents rugissent. Ils font trembler les maisons. Les tuiles s'envolent. Tintamarre, fracas assourdissant. Toute la famille s'est réfugiée dans un coin de la maison. Les yeux s'arrondissent de terreur. Le tonnerre gronde. Il éclate. Un éclair inonde la maison d'une lumière vive. Et puis, tout ralentit. Calme plat. Le temps s'est éclairci. D'immenses murs de nuages blancs brillent dans le soleil. Les vents se sont soudainement figés. L'air est chaud. L'air est humide. C'est l'étuve. On suffoque. On ne se réjouit pas. L'œil du cyclone nous regarde. Il nous voit. Il épie la moindre des peurs, des terreurs et s'en nourrit. On sait que ce n'est pas encore le beau temps. On attend. Et ça repart. Le ciel s'obscurcit à nouveau. Les vents et la pluie redeviennent violents. Des trombes d'eau à nouveau. Le cyclone secoue les maisons, fracasse tout ce qu'il trouve sur son passage. Vision apocalyptique du cyclone qui s'abat sur les hommes comme un diable sourd. Rien ne l'arrête. Il s'en donne à cœur joie. Après le passage du cyclone, on a ouvert les portes et les fenêtres. Désolation. Lorsque le cyclone Edith s'est abattu sur la Martinique, en septembre 1963, il n'a laissé que deuil et désolation. 4 morts, une trentaine de blessés et des dégâts matériels considérables. Des torrents de boue, des toits envolés, toute fatras d'objets hétéroclites partout. Des bananiers couchés dans les champs, des branches tombées sur les routes. Du nord au sud de la Martinique, les routes barrées. Cachés dans le ventre de maman, Marie-Rose, à l'abri dans la maison de mes parents, parmi mes frères et mes sœurs, aucun malheur n'a pu m'atteindre. Décembre 1963, j'arrive dans le monde. Et c'est un tout autre cyclone qui s'est tapé dans l'ombre pour observer ma famille. Comme une louve famélique, le destin s'est dressé sur ses pattes pour admirer son œuvre. C'est un jour, une voisine a trouvé une porte entrouverte pour son désir d'enfant. Souvent de sa fenêtre, elle observait ma famille.
ma famille riche de ses 14 rejetons. Regardez vivre la marmaille. Tout ce que la voisine avait souhaité pour elle-même était enfermé dans la maison de mes parents. Ma maman, assise sous un manguier, qui croule des fruits mûrs. Ma maman, occupée à laver du linge, près d'un grand bassin. Ces petits derniers à ses côtés, jouant dans le sable noir. Tiki tiki tiki. Ma maman, une mère de famille exemplaire. Tiki tiki tiki. C'est la musique du bonheur. Maman Marie-Rose faisant gicler le savon. Tiki tiki tiki. Ses enfants, petits diamants sur un écrin de sable noir. Et les rires qui résonnent emplissent la maison. Tiki tiki tiki. Le bruit d'une mère heureuse dans une cour inondée de savon. La voisine regarde et se tait. Sa méditation triste est interrompue par un déluge inattendu. Grosse goutte de pluie en plein soleil qui s'écrase à grand fracas sur une tôle ondulée. La tôle chauffée à blanc répand dans l'air une vapeur tiède. Et le spectacle s'achève pour elle. Tous les acteurs disparaissent sous la robe touffue du manguier. C'est la sécheresse de son ventre qui a donné à la femme qui est devenue ma seconde maman force et détermination. La force et la détermination nécessaires pour pousser la porte de la maison de mes parents. D'abord, ça a été comme un jeu. Elle s'est essayée dans le rôle d'une maman qui chante de berceuse pour son enfant. Puis, de plus en plus souvent, elle est venue me voler pour m'emporter dans sa maison. Peu à peu, elle s'est habituée à ce jeu. Mes parents aussi se sont habitués à ce jeu. J'étais à la fenêtre, dans les bras de la voisine. Tout le monde souriait. La vision d'un enfant dans les bras d'une femme est un spectacle des plus fascinants. C'est l'image même de la vie perpétuée à l'infini. Qui pourrait résister à un tel spectacle? Ce que mes parents ne savaient pas encore, c'est qu'une idée tournait à l'obsession dans l'esprit de leur voisine. Elle voulait prolonger pour elle-même le plaisir de serrer un bébé dans ses bras. Ainsi donc, après une longue délibération avec elle-même, elle s'était décidée à changer le cours de son destin et à réparer l'injustice que lui avait infligée la nature, redonnant au cours des choses un nouvel équilibre. Pour garder l'enfant qu'elle avait pris l'habitude de charroyer comme une chatte charroie son petit, elle n'avait pas tardé à faire sa demande. Cet enfant, c'est la mienne, c'est ma fille. Je vais l'élever comme une reine. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Papa avait levé un sourcil. Maman, qui venait de perdre Charlie, mon petit frère, avait balancé un instant, soupesant chacun des mots de la voisine. Cet enfant, c'est la mienne, c'est ma fille. Je vais l'élever comme une reine. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Maman Marie-Rose balançait. Maman était l'hésitation même. Pourquoi n'avait-elle pas pu sauver son fils de la dysenterie qu'il avait emporté? Pourtant, il aurait suffi qu'elle fasse bouillir l'eau des biberons, comme Joseph, sa plus grande fille, le lui avait recommandé. Au moment où la voisine est entrée dans notre vie, maman était rongée par un grand sentiment de culpabilité. Et elle se croyait impuissante devant les défis que lui lançait la vie. Il faut dire que pour l'affaire des biberons, papa avait été la résignation même. Et en cela, il s'était montré digne de toutes les générations de nègres, ceux-là pour lesquels les rigueurs de l'existence gravent une sorte de mâle indifférence. Ils sont convaincus que ce qui arrive, arrive immanquablement, quel que soit leur désir ou leur souhait. La misère glace le sang des nègres et désole le cœur des mamans créoles. On me dit que lorsque papa avait ramené le petit cercueil blanc de Charlie de l'hôpital dans le coffre de taxi de place, maman s'était effondrée. Son enfant, sa chair, dans le coffre d'une voiture. Assurément, ce n'était pas sa place.
Charlie, désormais, avait disparu pour le reste de sa famille, mais il avait aussi été rayé du reste de l'humanité, réduit au rang d'objet le coffre d'une voiture. C'est peut-être ce sort que maman Marie-Rose voulait m'éviter. Alors, devant l'insistance de la voisine, elle m'avait laissé partir. Papa n'avait-il pas signifié le détachement qu'il devait désormais adopter par rapport à sa famille? Un jour où j'étais très malade, il avait esquissé quelques pas de danse et chanté ces quelques paroles. Tout ça qui m'a manqué, moins pas ni moins pas qu'il volait, tout ça qui m'a manqué. C'était sa manière à lui de prendre de la distance avec les affaires du cœur. C'est ainsi, par un triste concours de circonstances, qu'a pris fin pour moi le paradis de l'enfance. Et je me revois un jour à l'arrière d'une voiture grise qui file vers Fort-de-France entre la voisine qui devait devenir ma seconde maman et Léonie, sa mère. Je ne comprenais rien à leurs sanglots saccadés et me croyais la cause de leur chagrin. Toutefois, du haut de mes presque 2 ans, je n'avais posé aucune question, convaincu que c'était là des affaires de grandes personnes auxquelles les enfants ne doivent pas se mêler. Mais je garde de ce jour de déménagement le sentiment absurde d'avoir fait quelque chose de mal sans pouvoir dire quoi. Fil de trame, fil de chaîne, les émotions me reviennent. Corps immobile et pensée fluide, je poursuis la quête de moi-même, blotti au cœur d'un immense hôpital. 2 mamans, 2 maisons, 2 familles, 2 histoires. C'est l'assurance d'une existence coupée en 2. Séparation du corps et de l'esprit et la nécessité absolue de rétablir un lien entre les deux. Comment vivre une séparation au beau milieu de soi? De quoi naît le lien familial? Du corps ou bien de l'esprit? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire voilà ma famille, ma génération, mon clan? Le corps n'est rien, l'esprit n'est pas tout. On ne peut pas choisir entre l'âme et le corps. Qui peut vivre une division entre son corps et son esprit sans sombrer dans le néant? Laisser son esprit en un lieu, partir vers une autre destination et tenter chaque jour de réunir le corps avec l'esprit. Aucune présence réelle n'est alors possible, ni pour le corps, ni pour l'esprit. La clé sous la porte, on est ailleurs, un pays dont tous les autres ont peur et qui pourtant est désormais votre résidence. Votre chez vous que vous avez appris à comprendre et à apprivoiser afin de maintenir un soupçon de vie. Mon corps et mon esprit à jamais séparés, voilà que, comme tous les enfants, logique, j'avais une explication. Une maman a fait le corps et l'autre a fait l'esprit. Je n'avais pas tort. De ma première maman, j'ai reçu la vie. De la deuxième, j'ai reçu une éducation. 2 éléments essentiels pour toutes les existences. Ah, mes mots d'enfant. Toute une famille de mots qui disaient sans détour ce que je croyais être et ce à quoi j'aspirais. Dès 5 ans, j'ai su lire sans l'aide d'aucun maître les mots dessinés sur le journal de Maman Victoire ou dans sa Bible. J'étais en connivence avec les mots. J'en découvrais des magiques, des tragiques et des épiques aussi. Ah, le dictionnaire, c'est un moire à mots que l'on avait inventé rien que pour moi. Assise sous la grande horloge de la salle à manger, dans la maison de Maman Victoire, mes 2 pieds ne touchaient pas terre. Que je passais des heures à collectionner les mots. Une ronde de mots que l'on n'a pas tardé à retrouver dans mes conversations. Le père de Maman Victoire était subjugué par mes discussions. J'utilisais des mots qui se pavanent, des mots au déploiement grandiose qui font sourire. Un soir, en feuilletant le dictionnaire, je suis tombé nez à nez avec des mots aussi mystérieux que magiques. Hermès, Hermance, Hermaïque, Hermaphrodite et Hermalgien. Quelle pépite avais-je débusqué là? Et cette curiosité avait occupé mes pensées.
pendant de longues heures. Quel mot magnifique! Maman Victoire avait pris soin d'en préciser pour moi l'essence, sans savoir que ces mots magnifiques allaient un jour atterrir sous le tapis rouge de la maison de ses parents, pour Terre Saint-Ville. Hermaphrodite, chérie, c'est quand on est les deux à la fois. On est et l'un et l'autre. C'est quand on ne peut pas choisir. Lorsque l'après-midi, une dame m'a demandé gentiment ce que je préférais, jus de prune de citerne ou d'orange, c'est d'un air triomphant que ma voix a résonné dans le salon. Ça m'est égal, et j'ai répondu ravi de pouvoir utiliser ma trouvaille. Ça m'est égal, j'aime les deux. Je suis hermaphrodite. Et mon auditoire de partir dans un grand éclat de rire. Comme cette petite est mignonne, où va-t-elle trouver tout cela? Et maman d'expliquer mon grand amour du dictionnaire. Redoublement de rire. Et moi, de dire ma surprise et ma consternation sans que personne ne m'écoute. La simplicité de mon enfance venait brusquement de se heurter à la complication propre aux grandes personnes. C'est à cette époque que j'ai acquis la certitude d'être différente. Si l'incident du tapis rouge n'a pas suffi à me décourager de m'emplir des mots du dictionnaire, singulièrement, ceux que je sélectionnais brillaient comme moi par leur étrangeté. Peut-être était-ce ma manière, à moi, de dire le grand écart auquel j'étais contrainte, refusant d'oublier le paradis de mon enfance, et ne voulant pas être la cause du chagrin de ma seconde maman. C'est ainsi que le regard que l'on posait sur moi a commencé à me métamorphoser. Quoi que je dise ou que je fasse, cela était empreint d'une sorte de décalage avec ce qu'on en attendait de moi. C'était la seule façon que j'avais de survivre au milieu de nulle part, comme séparé en deux par des aspirations contradictoires. Chercher le lien entre des réalités qui s'opposent est un art que j'ai peaufiné avec les années. Mon univers étant plus souvent que rarement un univers à géométrie variable auquel je devais m'adapter et trouver un sens. Un sens qui, je l'avoue, ne saute pas toujours aux yeux de ceux qui le considèrent. Ce qui est regrettable, c'est que lorsque le paradis de l'enfance s'efface, l'innocence qui lui est associée ne vous est pas accordée non plus.